Au début des années 80, un nouveau courant de peinture est apparu. La figuration libre qui utilise un langage formel issu de la bande dessinée. Parmi ces peintres joyeux, utilisant les couleurs acidulées en aplat et la ligne noire pour les cerner, Paella Chimicos effectue un parcours intéressant. Paella Chimicos, donc mon nom d'artiste, est un anagramme de mon vrai nom. Et je suis originaire d'Espagne, je suis né de parents espagnols. Et je trouvais important de porter un nom qui, dans les années 80, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'artistes qui prenaient des pseudonymes un peu dans cet esprit-là, que ce soit Rita Mitsuko ou Speedy Graffito. Paella Chimicos, ça sonnait un peu comme cette époque. Et ça concrétisait beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi, ça ressemblait plus que mon vrai nom à cet univers que j'avais envie de développer, donc avec ce personnage. Et à la fois, ça rassemblait une idée un petit peu d'une époque, mais aussi une idée proche de moi et de mon travail. Bon, paella, par exemple, la paella, c'est quoi? C'est un plat de riz qui peut être agrémenté de différentes choses. C'est un petit peu ce que je développe dans mon travail, c'est-à-dire qu'il y a une base, et à partir de cette base, j'explore différentes solutions. En ce qui concerne la permanence de la présence de paella dans l'œuvre de Paella Chimicos, il faut lire comme un principe de l'art moderne depuis la fin du XIXe siècle, la série. L'auteur de l'œuvre, nourri de l'expérience de la toile précédente, n'est plus le même à chaque fois qu'il termine une toile que celui qu'il a commencé. Je peins un personnage, on peut résumer ça comme ça, qui se déforme pour occuper l'espace de la toile. Et qui essaye, en fait, à qui je délègue un petit peu cette tâche d'occuper cet espace qui est limité par des bords. Et c'est un petit peu mon obsession qui est mise en forme par un corps humain. Et qui est la tâche a priori de tout peintre, c'est-à-dire d'organiser une surface limitée et des dimensions limitées. Atelier, donc ce sont les anciens entrepôts frigorifiques de Paris-Bercy. On est arrivé là à plusieurs, donc c'est un atelier collectif et on est arrivé ici en 85. C'est simplement un appel d'offres et le bâtiment a été mis en location dans son intégralité. Et donc on a pris un local assez grand pour pouvoir se le partager et que chacun ait une surface raisonnable pour y travailler. Mais qui était donc juste cet inconfort un peu rock'n'roll
qui donnait une ambiance vraiment, une sorte d'énergie qui passait par là, quoi. Le frigo est un ancien entrepôt réfrigéré qui servait de stock d'alimentation à la ville de Paris. Parmi les peintres qui ont choisi d'installer leurs ateliers, on peut citer Dominique Larivaz, Patrick Lano ou Paella Chimicos. Menacé de destruction lors du projet de la nouvelle Bibliothèque nationale de France au milieu des années 80, le lieu est actuellement en attente d'une décision définitive. Le maire du quartier, Jacques Toubon, et sa femme Lise se sont engagés à protéger l'endroit, considéré comme l'un des ultimes lieux de liberté de la capitale. Choisi un moyen publicitaire, puisque c'était aussi ma formation, un moyen publicitaire de me faire connaître et d'exprimer aussi des choses un peu politiques, avec cette tradition des affiches de mai 68, donc imprimées en sérigraphie. J'ai commencé à coller des affiches dans les rues de Paris. C'était en 85. En 85, j'ai commencé à faire ça, et je l'ai fait d'une façon très méthodique, qui a été remarqué justement parce que je répétais des affichages et qu'il y avait une gratuité peut-être qu'il n'y avait pas chez les gens qui faisaient de la peinture dans la rue. Et là, Emilou, ça c'est pas très... Voilà, enfin bon, en fait, je me suis vite rendu compte, et c'est pour ça peut-être que j'ai arrêté aussi les affichages, c'est que Paella, c'était un peu comme les Schtroumpfs, c'est-à-dire que je pouvais tout dire avec Paella, et cette sorte d'anonymat de ce visage et de mots qui remplaçaient un peu tout, me permettait de tout dire. Le fait d'inscrire que ça se passe dans la chambre 164, on peut imaginer que tout ce qui se passe derrière le personnage est fictif. En fait, tout cela est constitué par un esprit. Bon, ça peut être le mien, mais en fait, le personnage est enfermé et il s'invente une réalité. Ça me permet de raconter des histoires d'obsession, de folie, et ces histoires d'obsession, je les concrétise par des éléments plastiques qui m'intéressent et qui me permettent de raconter des histoires très, très variées. Par ce subterfuge, il évitait à 90% les champs magnétiques interférentiels. Il était parvenu, à force d'entraînement, à aller le plus loin possible tout en restant au même endroit. L'essentiel étant pour lui d'avancer, il n'avait aucune raison de ressentir la moindre honte, même si l'inquiétude allait grandissante quant à ce qu'il laissait derrière. Chambre 164. Chambre 164. Il n'osait plus l'approcher depuis qu'il l'avait malencontreusement ouverte. C'est comme si la petite boîte lui avait ôté toute volonté et il ne pouvait s'empêcher de jouer avec. Chambre 164. Les apparences, au fond, lui masquaient la plus grande partie de ce qu'il savait exister derrière toute chose. Chambre 164.
Au fond, et même si elle jouait la politique de l'autruche, l'adéquation entre la réalité et sa vraisemblance ne dépendait que de l'absence intempestive du voile des apparences. Chambre 164.